un monde, alors non pas végétal, mais familial. Elle va nous parler de la petite enfance et de sa théorie du bonheur. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Vesna, qui est directrice d'une structure multi-accueil et qui nous vient de la communauté de communes du Grésivaudan, dans l'Isère. Vesna. Imaginez-vous, un instant, apparaître sur une planète dont vous ignorez complètement les caractéristiques, ainsi que la réaction de votre corps à cet environnement environnement. La seule chose possible pour vous est de faire appel à la totalité de vos sens. Vous allez regarder, écouter, sentir, toucher, goûter, afin de comprendre ce nouvel environnement et comment votre corps interagit avec lui. Ce que vous êtes en train d'imaginer, c'est exactement ce qu'un bébé ressent en sortant du ventre de sa maman. Il est bouleversé par ses émotions et ne possède rien d'autre que ses sens et ses réflexes primaires pour affronter ce nouveau monde. Et il va devoir s'adapter et évoluer. Son bagage génétique et les 100 milliards de neurones qu'il possède à la naissance ne seront pas suffisants pour garantir son bon développement si son environnement ne lui permet pas de créer des connexions entre tous ces neurones. Pour stimuler et développer son système sensoriel, il aura besoin de facteurs physiques, tels que la lumière, le bruit ou les objets en 3 dimensions. Pour développer ses capacités cognitives et interagir avec les autres, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, il aura besoin de créer des relations qui ont du sens pour lui et qui peuvent même devenir décisives pour sa future vie. Les premières années sont la période la plus sensible dans la vie d'un individu. Boris Cyrulnik, célèbre neuropsychiatre, nous le démontre très bien dans le rapport 1000 premiers jours. Je suis fascinée par les neurosciences et je me suis toujours demandé comment l'intelligence se met en place chez l'enfant, comment l'adulte peut l'aider à créer une empreinte de base de sécurité, ainsi que sa propre carte du monde. Ma formation de base, je l'ai acquise en Serbie, en suivant des études d'infirmière et de psychologie. J'ai commencé à exercer dans mon pays natal, puis en Suisse, avant d'arriver en France, où je me suis réorientée vers la petite enfance. J'ai enrichi mon parcours grâce à de nombreuses formations en management, développement personnel, anthropologie de la petite enfance et interculturalité. Mais c'est en 2013 que ma pratique s'est structurée suite à ma formation à la FM2J basée à Lyon sur le cadre ludique et l'aménagement des espaces de jeu. J'en suis même devenue formatrice. La fondatrice de ce centre de formation, Odile Perrineau, nous dit « Si le jeu d'adulte est une récréation, celui d'un enfant est une nécessité. Ce cadre ludique n'est pas simplement un concept, mais une pratique applicable et appliquée. Je l'ai mis en place d'abord avec mon équipe dans la crèche que je dirige, devenue crèche pilote, et je continue à l'étendre à d'autres structures petite enfance de la communauté de communes où je travaille. J'avais été agréablement surprise de voir comment ce cadre ludique, simple à mettre en œuvre, souvent à un budget constant, influence le comportement de l'enfant et contribue favorablement à son développement, quel que soit son âge ou le stade où il se situe. Comment le jeu libre, sans contrainte, et les objets soigneusement choisis par l'adulte permettent à l'enfant de s'auto-évaluer et de recevoir des réponses immédiates de son environnement suite à ses actions. L'enfant ajuste ses gestes afin d'obtenir son action et ainsi comprend la causalité, construit sa logique et apprend de nombreuses notions comme le poids, le volume, le contenant ou le contenu. Le jeu de construction, par exemple, structure sa pensée. Le jeu de manipulation, vider et remplir, le prépare même pour l'acquisition de la propreté. Nos expériences nous ont montré que les espaces de jeu aménagés, prêts à jouer, structurent l'espace et permettent et répondent directement et précisément à tous les besoins ludiques de
l'enfant, qui sont aussi importants que les besoins physiologiques et affectifs. Bien organisés, ils répondent aussi aux besoins d'ordre chez l'enfant. Je vous donne un exemple. Nous vivons dans une société très bien organisée. Lorsque nous achetons une baguette, nous n'allons pas la chercher chez un garagiste, nous n'allons pas non plus voir notre médecin dans un zoo, mais plutôt dans un cabinet médical. Tout est bien réfléchi et permet une certaine liberté. L'enfant aussi a besoin de lire son espace de jeu et d'évoluer librement en toute autonomie. L'enfant se nourrit de l'attention qu'on lui porte. C'est pourquoi les professionnels de la petite enfance deviennent des phares et avec le regard bienveillant éclairent l'espace où l'enfant joue. Ils sont les garants de la sécurité physique et affective de l'enfant. Ils l'accompagnent, l'incitent et l'encouragent à explorer, à manipuler et à expérimenter l'espace. Ils valorisent ses exploits et peuvent devenir déterminants dans le développement de la personnalité d'un futur adulte. Et qui sait, un futur talent de la région. Dans ce cadre ludique, les professionnels ont pour mission de chercher en permanence le juste équilibre entre la proposition ludique et le stade de développement de l'enfant. Autrement dit, l'équilibre entre la difficulté de la tâche et la compétence de la personne. Lorsque ce point d'équilibre est atteint, l'engagement de l'enfant est optimal. Il trouvera un véritable plaisir d'expérimentation, ce qui lui donnera envie de répéter ses actions afin de consolider ses apprentissages. Dans le cas contraire, il peut s'énerver et aller vers l'agressivité si la tâche est trop complexe pour ses capacités, ou s'ennuyer et aller vers l'apathie si la proposition n'est pas suffisamment stimulante. Dans le monde adulte, cela peut nous faire penser à la théorie du bonheur, utilisée pour renforcer les leviers de motivation au travail. Les résultats concrets de ce cadre ludique ne seront probablement pas toujours visibles. L'enfant ne saura peut-être pas réciter les couleurs ni les formes. En revanche, il va construire des compétences sociales comme le respect, la responsabilité, l'autonomie. Il va développer une bonne estime de lui-même, sa créativité, les différents types d'intelligence et ainsi préparer une base propice et stable aux futurs apprentissages. Aujourd'hui, nous savons, et les scientifiques nous le répètent, que la période de la petite enfance est une période sensible et certainement d'une très haute importance dans la vie d'un individu. Je suis persuadée qu'investir dans une politique solide et volontariste de la petite enfance permettrait de toucher un maximum de familles, notamment celles qui ont besoin de soutien et d'accompagnement. Vous savez, les professionnels de la petite enfance sont injustement sous-estimés en comparaison des professeurs des écoles, collèges et lycées. Il ne consiste pas simplement à changer des couches, donner des biberons et chanter des chansons assis par terre la plupart du temps, pendant que les parents travaillent. Je souhaiterais que nous puissions prendre conscience de l'importance de l'éducation, non pas selon le monde que l'on connaît et selon nos habitudes, mais selon un monde meilleur. Comme disait Gandhi, si nous souhaitons atteindre la vraie paix dans ce monde, c'est avec les enfants qu'il nous faut commencer. Merci. Quelle passion, quel engagement. C'est difficile en plus de poursuivre après une telle citation de Gandhi.